Toi. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors, je vais commencer par me présenter pour vous dire d'où je parle, puis je ferai un bref petit point de contexte et une présentation en deux temps. Alors, tout d'abord, qui je suis? Eh bien, Magali Payen. Ma raison d'être au quotidien, c'est d'accompagner cette métamorphose du monde via les imaginaires et la mobilisation citoyenne. Et ça, je le fais de deux manières. Donc, via Imagine 2050 Newtopia, donc via la production de vidéos à impact et surtout l'accompagnement de leaders culturels afin qu'ils prennent conscience des grands enjeux de société et qu'ils transforment leurs récits. Les leaders culturels, ce sont les artistes, les journalistes, les publicitaires, les éditeurs, les producteurs de jeux vidéo, les musiciens, etc. Et le deuxième pilier, c'est donc On est prêt, ce mouvement activiste qui a pour vocation à mobiliser largement la jeunesse pour un monde plus respectueux du vivant et de la justice sociale. On est prêt, c'est un mouvement de mobilisation que j'ai lancé en 2018 qui a commencé par une grande campagne avec 130 influenceurs qui a permis de toucher des millions de jeunes. On a lancé une première campagne pour le climat qui a abouti au soutien de la pétition de l'affaire du siècle, donc ce procès contre l'État pour inaction climatique que j'imagine tout le monde connaît ici. Voilà, donc On est prêt utilise surtout des méthodes digitales sur les réseaux sociaux et coordonne des influenceurs, des artistes entre eux, mais également avec des experts, des lanceurs d'alerte et des faiseurs sur le terrain, activistes et ONG. Donc on essaye vraiment de créer des passerelles, de créer des ponts entre des mondes qui n'ont pas l'habitude de se parler entre eux. Euh, et précédemment, donc avant 2018, j'ai travaillé principalement dans le monde des médias et du cinéma, avec très tôt cette conviction chevillée au corps qu'il y avait un dialogue, euh, une influence réciproque entre le cinéma, plus largement les médias, le soft power et la société. Alors, petit point de contexte international et français. Donc, 2024 risque d'être une année cruciale, on le sait, parce que voilà, Donald Trump risque de passer à nouveau aux États-Unis. Ça voudrait dire que probablement Poutine gagnerait la guerre en Ukraine et donc on l'aurait aux portes de l'Europe. Ajoutons à ça le fait qu'on risque de faire face à un vrai raz-de-marée extrême droite au moment des élections européennes. Euh, Aujourd'hui, les deux partis d'extrême droite sont à plus de 10%. Il est probable qu'ils aient plus de 25% au Parlement européen. Et ils ont déjà annoncé que s'ils gagnaient, ils détricoteront les mesures écolo et sociales qui sont déjà passées. Donc, ajoutons à ça l'explosion de l'intelligence artificielle et la course au réarmement qui détourne notre énergie de la mutation écologique et sociale que nous devons opérer. Eh bien, tout cela est très inquiétant, d'autant plus que les derniers sondages donnent, hein, Marine Le Pen gagnante en 2027. Et moi, je crois profondément que si on perd la démocratie, eh bien, on perd tout le reste. On perd notre capacité à faire émerger ce projet de société dont tu parlais, Claire, à savoir faire émerger un monde habitable, qui plus est socialement juste et émancipé des formes de domination. D'où mon intérêt très fort pour ce sujet de la montée de l'extrême droite en tant qu'activiste, en plus du fait que parfois on se retrouve attaqué sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle. Donc, je vais maintenant plonger dans ma présentation que je vais dérouler en deux temps. Une première partie sur le récit et une deuxième partie sur les outils qu'il est possible de mettre en place. Alors, pour commencer sur les récits, se pose la question de l'hégémonie culturelle. Et aujourd'hui, la nouvelle droite s'est bien emparée de ce sujet, notamment Alain de Benoît, on l'a bien compris. Donc aujourd'hui, on parle des nouveaux gramscistes. Et Alain de Benoît a adapté, donc, comme vous le savez certainement, ce concept d'hégémonie culturelle à la droite. Et il est même lu par les équipes de Donald Trump. Donc, les droites extrêmes ont réussi aujourd'hui à avoir des acteurs dans l'ensemble du champ public. Pour exemple, Génération Identitaire prend pour modèle d'action Greenpeace quand même et copie en fait leurs opérations coup de poing et marketing. Ils ont repris également les stratégies des influenceurs. Je pense à Thaïs Descuffon, à Damien Rieu.
Et on sait que les élections viennent en bout de chaîne de tout ça. Heu, Or, la gauche, elle, qui avait jusque-là cette, hégémonie culturelle, n'a pas renouvelé ses stratégies d'influence. Donc c'est là-dessus notamment qu'on essaye d'agir avec Imagine 2050. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de nourrir cette vague, culturelle en multipliant les manières de porter ce récit et les porte-paroles. J'y reviendrai plus tard. Alors, au sein de des récits que nous pourrions porter, je pense qu'il serait vraiment important de mettre en lumière l'alliance entre les partis d'extrême droite et les nantis et de mettre en lumière l'hypocrisie, de l'extrême droite et la dissociation totale entre le discours qui est porté et les mesures qui sont véritablement votées. Et je reprends les mots de Georges Monbiot, qui dit que derrière chaque mouvement fasciste se cache un milliardaire qui le soutient discrètement. L'extrême droite désigne des boucs émissaires parmi les minorités. La colère du public n'est pas dirigée là où elle devrait l'être, c'est-à-dire vers les très riches, qui sont les personnes qui détruisent nos moyens de survie. Voilà, je pense que là, il y a un levier, important pour nous à saisir, heu, pour mettre en lumière donc cette vérité-là. En plus d'un autre, fait, qui est pour moi, crucial, qui est le fait que leurs discours sont complètement irréalistes d'un point de vue scientifique. Heu, on sait que quand ils ne sont pas climato-sceptiques, ils sont technosolutionnistes, ce qui est une sous-catégorie du climato-rassurisme, hein, selon Christophe Cassou. Et ils ne prennent pas en compte la complexité du monde, au contraire de notre projet de société. Par ailleurs, ils surfent aujourd'hui sur les catastrophes climatiques et l'éco-anxiété, qui est très vivante au sein de la population. On sait qu'il y a 75 des personnes aujourd'hui qui sont très inquiets de de ce qui se passe en termes d'effondrement, écologique et ils en font leur terreau. Alors face à ces épreuves de la vie, comme les appelle, Pierre Rosanvallon, c'est Stéphane Foucart qui faisait un article l'autre jour dans Le Monde à ce sujet. On sait heu, que ce qui éprouve pardon, le corps social nourrit aujourd'hui les sentiments d'injustice et d'abandon et alimente cette colère muette et ce ressentiment et que cette crise écologique, par l'adversité et le malheur qu'elle distribue dans la société, forme une part non négligeable du vote lepéniste et que ça, c'est destiné à grandir. Alors, dans tout ça, la difficulté pour les écolos, c'est qu'ils sont les messagers de ces mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'on se présente, souvent comme les lanceurs d'alerte, hem, qui créent une faille, en fait, dans la compréhension du monde de la majorité de la population et dans cette, dissonance cognitive, en fait, hem eh bien, il faut forcément, modifier une variable dans l'équation et souvent cette variable à modifier, eh bien, c'est celle du porte-parole, à savoir des écologistes qui sont, confondus avec, les catastrophes et donc ce qui se passe la plupart du temps, c'est cette volonté de tuer le messager. Alors face à tout ça, qu'est-ce que pourraient faire les écolos? Eh bien, c'est déjà effectivement de ne pas être uniquement ce messager, ce lanceur d'alerte, hem, mais plus alerté sur enfin, pardon, plus que d'être dans l'alerte, eh bien, il faudrait apporter des solutions, apporter des propositions qui soient en capacité d'enrayer la menace. Hem, donc plutôt que d'être dans ce discours qui peut parfois être punitif, parler de cette perte de confort, de ce changement nécessaire, eh bien l'enjeu, ça va être de montrer en quoi ce projet de société est positif, en quoi il est rassurant, en apportant des réponses concrètes à toutes ces personnes qui sont en colère et qui ont raison d'être en colère, et apporter à ces personnes des solutions réalistes sur le plan politique. Alors, la difficulté, c'est que la situation est très complexe et que l'extrême droite a tendance à la simplifier, à apporter vraiment des solutions simplistes et que nous avons compris la complexité du problème, eh bien l'enjeu, ça va être de vulgariser également les choses. Ça va être d'apporter cette complexité de la manière
la plus compréhensible possible. Et pour rendre ce projet de société irrésistible, il y a un travail énorme à faire sur la sémantique, sur le choix des mots, sur le recours aux poètes aussi, et illustrer ce projet de société en recourant à diverses formes d'art, euh, en reconnectant avec la magie, avec la joie, et en multipliant les porte-paroles. Je pense véritablement que c'est nécessaire de multiplier ces porte-paroles, et c'est ce que j'essaye de faire avec Imagine 2050 et avec On est prêt, parce que en multipliant les porte-paroles, on va avoir une subjectivité différente pour porter la même chose, le même discours, et on va être en capacité de toucher des publics très différents. C'est ce qu'on voit dans les campagnes On est prêt, c'est-à-dire qu'on fait appel à une multiplicité d'influenceurs qui ne sont pas tous des influenceurs de vulgarisation scientifique. On fait aussi appel à des comiques, on fait appel à des influenceurs lifestyle, etc. Et donc, via ces différents influenceurs, on va aller réussir à toucher des communautés très disparates. Et ça peut également se faire dans les médias traditionnels. Euh, ou dans les œuvres d'art, que ce soit les courts-métrages, la musique, etc. Euh, et pour vous donner un exemple de ce qu'on a pu faire, par exemple, avec Imagine 2050, ça a été d'accompagner les scénaristes de Plus belle la vie pendant plus d'1 an et demi pour qu'ils portent ces valeurs soit au cœur même de l'intrigue, soit en background dans le comportement des personnages et les valeurs véhiculées. Une autre chose qu'on peut faire, c'est accompagner des porte-paroles déjà bien visibles dans le discours qui est porté, et ça, le faire soit en marque blanche, soit de manière plus visible, comme on a pu le faire avec Camille Etienne, qui a été incubée pendant plus de 2 ans et demi chez On est prêt. Enfin, toujours sur ce sujet du récit, je pense que c'est vraiment important d'être plus offensif que défensif. Et là, je reprends la fameuse voix de Brandolini, qui explique que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure à celle nécessaire pour les produire. Autrement dit, il est très facile de créer une fausse information sur le fond et la forme, mais il faudra plusieurs heures pour démonter chaque point et montrer la fausseté de l'ensemble. Et donc, en fait, notre récit doit plus se focaliser sur le fait d'occuper l'espace que de démonter les fake news. Puis c'est aussi un des 7 principes de Jacques Rancière pour faire exister l'extrême droite, hein, c'est de s'en offusquer et de la critiquer dans tous les médias. Alors, je vais maintenant passer sur la partie outils pour faire exister ce récit irrésistible. Eh bien, ce qui peut pêcher aujourd'hui principalement, c'est la question de l'argent et des financements. Sachant que depuis 2023, en fait, le contexte s'est encore plus tendu. Je m'explique. En 2023, les principaux mécènes américains qui jusque-là finançaient les mouvements écolos et pro-démocratie en Europe se sont retirés. Je pense à Open Democracy avec George Soros, et je pense aussi à Porticus, qui finançaient à coût de centaines de millions d'euros et qui ont cessé leur financement. Et en parallèle de... Pardon, oui, c'est ça. Et en parallèle de tout ça, entre 2009 et 2018, il y a eu plus de 700 millions d'euros dépensés par des républicains américains en Europe pour financer des campagnes anti-avortement et anti-LGBT. Donc 700 millions de la part de ces philanthropes républicains, plus Pierre-Édouard Sterrin, qui est français, donc ce milliardaire qui commence à financer à coût de dizaines de millions d'euros les causes d'extrême droite. Il a investi en France 25 millions en 2022 et 45 millions en 2023. Donc il y a une nécessité à reconstituer ce tissu de financement pour financer nos idées et nos projets de société. Donc ça, c'est vraiment crucial et capital. Ensuite, il y a évidemment l'outil numérique. Je pense à l'utilisation sans éthique de la part de l'extrême droite des big data. Par exemple, Cambridge Analytica. Donald Trump n'a pas hésité à utiliser Cambridge Analytica quand Hillary Clinton a refusé d'utiliser cet outil-là. Donc, les big data, pour info, pour mes mots, ça permet de cibler très précisément
euh, des millions de personnes avec des messages sur mesure. Donc, c'est souvent couplé avec de l'intelligence artificielle. Et là où on est vraiment dans un truc complètement anti-éthique, c'est que chaque personne peut recevoir deux messages complètement contradictoires et n'auront pas la capacité de le vérifier, puisque c'est impossible de vérifier des millions, voire des milliards de messages envoyés. Donc ça, c'est aussi ce qui a été utilisé plus récemment en Italie. Euh, donc les big data, les fake news, les faux comptes, les trolls, le deepfake. Donc les deepfakes, c'est ces vidéos euh, qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle et qui utilisent votre visage et vous mettent dans une situation qui n'a rien à voir. Donc ça devient vraiment indécelable. Et euh, même si on voulait utiliser une partie de ces outils-là, on serait tout de même limité par notre éthique. C'est-à-dire que je nous vois mal envoyer des messages très contradictoires à des cibles différentes. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est malgré tout de les utiliser pour optimiser notre communication. Et je pense également aux réseaux sociaux, et notamment à TikTok, à savoir qu'aujourd'hui, Marine Le Pen et Bardella explosent sur TikTok parce qu'ils en ont compris les codes, et c'est là que se trouve la population la plus jeune. Donc, il y a une contre-offensive médiatique à opérer sur l'ensemble des réseaux sociaux, à commencer par TikTok. Et je pense qu'il y a un énorme enjeu, effectivement, à organiser les influenceurs, leurs récits, et à contrer, d'une part, le développement de l'intelligence artificielle, mais également réglementer pour responsabiliser les plateformes GAFAM, parce que elles sont principalement responsables de la polarisation des débats sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment possible d'agir à ce niveau-là, au niveau européen surtout, et il y a déjà des initiatives qui vont dans ce sens-là. Donc en conclusion, je dirais que oui, c'est encore possible de déjouer les sondages pour 2027. C'est possible d'éviter le pire, à condition de s'organiser, d'y passer du temps, d'y passer beaucoup de temps et d'en faire une priorité. Merci. Merci beaucoup, Magali, pour la façon dont tu présentes ce paysage et tu conclus de façon optimiste. Je crois effectivement, et en tout cas, nous nous y employons, ne serait-ce que ce matin, à travailler pour que l'écologie puisse faire entendre sa voix, notamment sur les réseaux sociaux, bien sûr, et affronter le flot de l'extrême droite organisée en la matière. Cher Dominique, c'est à toi. Je pense que vos deux présentations seront très complémentaires. Et c'est vrai que nous avons un petit peu joué aussi avec un effet de, comment dire, d'un binôme, évidemment paritaire, mais aussi qui ne vient pas de la même histoire, puisque la tienne a commencé bien avant et que cette année, j'en profite pour le redire, en France, l'écologie politique a 40 ans. Et voilà, je sollicitais aussi Dominique pour qu'il puisse nous en parler dans cette optique-là. À toi, Dominique, et merci beaucoup. Merci Claire. Oui, alors il n'y a pas de contradiction du tout avec ce que vient de dire Magali. Moi, je vais repartir de quelques points de contexte qui vont d'ailleurs en fait recouper ce qu'elle a dit. Et puis ensuite, après un petit intermède justement autour des 40 ans de l'écologie politique, parce que grosso modo, c'est à peu près aussi les 40 ans du Front National. Bon. Et on va voir qu'il y a un parallèle curieux. Et ensuite, après, je voudrais développer un petit peu sur ce qu'on peut entendre par démocratie, parce que ça peut offrir un éclairage vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, quelques points de contexte généraux. Disons, on peut retenir en fait à peu près 5 sujets majeurs et d'ailleurs en fait Magali les a abordés les uns